Salut à tous, c'est Alex Monique. Alors j'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui, on se donne rendez-vous pour une nouvelle petite vidéo de la Minute Actu. Et pour le coup, pour une fois, il y a vraiment pas mal de choses à dire, je trouve. Donc, on perd pas de temps. 57e épisode de la Minute Actu. Au programme, nous allons notamment parler de... Oh et puis zut, vous savez quoi, ça va être la surprise. Et puis si vraiment vous pouvez pas vivre sans, eh bien je vous invite à aller regarder le sommaire dans la description de la vidéo. Allez, c'est parti. J'aurais pas dû faire ça, ça m'a défoncé le dos. Saviez-vous que, bientôt, Porsche va vendre le modèle le plus ancien de son histoire? En effet, mesdames et messieurs, si vous n'avez pas les yeux rivés sur la vente aux enchères RM Sotheby's qui se tiendra en août 2019 pendant la Car Week à Monterey en Californie, eh bien vous allez potentiellement rater quelque chose de très intéressant. Enfin bref, tempérons quand même un petit peu tout ça, car ce n'est pas la première fois que l'on voit cette voiture, vu que je repère 2-3 stickers Goodwood sur la carrosserie. Preuve qu'elle est déjà sortie, qu'elle a déjà roulé. Bon, après l'avoir changé de main, c'est tout de même une autre histoire. Car en effet, parmi les 3 exemplaires construits, il s'agit là de l'unique exemplaire survivant de la Porsche Type 64 de 1939. Et pour le coup, cette auto est assez intéressante et surtout très importante dans l'histoire de Porsche. Car sans elle, il n'y aurait pas eu de Porsche 356 ni de Porsche 911. Enfin, probablement pas. D'autant plus qu'il s'agit apparemment de la voiture personnelle de Ferdinand Porsche, qui comptait bien la piloter lors de la course Berlin-Rome. Course qu'il n'a jamais faite, notamment à cause de la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, petite anecdote, c'est Pininfarina qui l'a retapé, suite aux dégâts causés par la Seconde Guerre mondiale. Alors oui, calmez-vous, je peux tout à fait comprendre que sa silhouette ne fasse pas l'unanimité. Pour la simple et bonne raison que bon, il faut quand même avouer que c'est assez spécial. Les plus aguerris d'entre vous n'auront aucune difficulté à remarquer les petites inspirations de la coccinelle dans cette auto. Et vous n'auriez pas tort, car la coccinelle est ni plus ni moins que la base de ce modèle. En tout cas, si cette auto vous plaît et que vous souhaitez lui mettre la main dessus, eh bien assurez-vous d'avoir au moins 20 millions d'euros sur vous. Ah oui, on rentre quand même là dans une dimension de modèle, on va dire très huppé, très cher, d'autant plus que nous sommes dans une estimation basse de la vente aux enchères. Mais bon, d'ailleurs, il faudra attendre celle-ci pour être fixée, car bien souvent, les estimations, c'est pas toujours fiable. Mine de rien, je reste quand même assez choqué que Porsche n'ait pas su garder cette auto dans leur musée, car bon, ça fait quand même partie, c'est une partie importante de leur histoire, et bon, je pense pas non plus qu'ils aient besoin de vendre, qu'ils aient besoin de thunes à ce point-là, quoi. C'est donc officiel. La Scuderia Cameron Glickenhaus l'a confirmé. Ils se sont officiellement engagés pour la saison 2020-2021 du WEC, ce qui englobe donc une participation aux 24 heures du Mans. Sauf erreur de ma part, c'est donc, à ma connaissance, le premier participant connu qui participera à la future série Hypercar qui remplacera les LMP1. Le petit constructeur américain se chargera donc de produire des versions course de sa SCG 007 LMP1. Voiture qu'ils pourront d'ailleurs construire et fournir à d'autres écuries si elles le souhaitent. Bon, après, à part cette photo, pour l'instant on ne sait pas grand chose de la voiture. Mais Jim Glickenhaus n'a jamais caché sa passion pour les autos et ses ambitions pour la course. Comme le suggère son nom, la Scuderia Cameron Glickenhaus est avant tout un constructeur qui produit des voitures de course, des voitures pour le circuit, qui, par la suite, plus tard, sont adaptées à la route. Bon, allons-y, vu que vous me parlez tous de cette future Ferrari qui sera présentée aux clients à Maranello les 29, 30 et 31 mai, eh bien, parlons-en. Mais en fait, je n'ai qu'une chose à vous dire. Patientez. Alors je sais que la hype est grande et que tout le monde veut tout savoir tout de suite. Mais bon, d'aucuns parlent d'hybridation, d'aucuns parlent de V6 hybride, d'aucuns parlent d'électrification, d'aucuns parlent de hypercar à 1000 chevaux, d'aucuns parlent de future voiture qui servira à la future série des LMP1 dont je vous parlais juste tout à l'heure. C'est peut-être vrai, tout comme ça ne l'est peut-être pas. En revanche, parlons de choses concrètes. D'ici 2021,
Ferrari ne fournira plus ses moteurs à Maserati. Or, vous le savez, Maserati est un peu en perdition. Ils sont en pleine phase de renouvellement, en pleine transition pour chercher à renouveler, à redorer le blason de la marque. Cette transition devrait s'achever en 2022 avec le renouvellement de toute la gamme Maserati. Et si tu veux mon avis personnel, eh bien cette news n'est pas du tout anodine. Car si tu regardes au sein du groupe FCA, qui possède donc Maserati, Alfa Romeo, Fiat et bien d'autres, à mes yeux, il n'y a aucune motorisation qui soit digne de ce à quoi Maserati aspire. Tout du moins, à savoir, selon ce que je pense, Maserati cherche à redevenir la marque de sportive qu'elle était auparavant. D'autant plus que Maserati a assuré, affirmé, confirmé qu'il n'y aurait pas d'électrique. Sûr et certain. Donc bon, c'est quand même une grosse inconnue pour l'avenir de la marque au trident, qui pousse un cri strident. Passons maintenant à la McLaren GT. Je me vois mal ne pas en parler, tant elle semblait vous passionner. Je sais pas trop pourquoi, mais elle vous passionnait. Alors que bon, si tu veux mon avis, c'est une 570S rallongée. Ce n'est pas une révolution esthétique, hein. Bon, après, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise voiture. Loin de là. D'autant plus qu'elle m'a très sincèrement beaucoup impressionné. Mais peut-être pas pour les raisons que vous pensez. Car oui, je ne vais pas vous parler de la motorisation de la McLaren GT, de son V8 biturbo et de ses 620 chevaux. J'en ai presque rien à cirer, sincèrement. Je sais très bien que McLaren sait faire des voitures puissantes. Là n'est pas la question. Là n'est pas la chose intéressante sur cette voiture, à mes yeux. Le truc, c'est que pour moi, cette auto change complètement le game en matière de polyvalence. Notamment et pour commencer, car elle pèse 1500 kg. C'est très peu. Mais aussi et surtout, car elle a un volume de coffre de 570 litres. Réparti avec un coffre à l'arrière de 420 litres, il me semble, et 150 à l'avant. Ok, alors si ça te fait pas tilter, comparons. Prenons la nouvelle Audi A7. C'est un coffre de 535 litres. Prenons la nouvelle BMW série 7. C'est quoi? C'est, il me semble, 515 litres. Or, là, on est en train de parler de berline haut de gamme quand même. Sur la nouvelle McLaren GT, ceci est notamment rendu possible grâce à une position du moteur qui est placée très très bas, ce qui donne d'ailleurs un centre de gravité très bas et améliore le dynamisme de l'auto. Mais rien que pour l'histoire du coffre, il y a fort à parier que la McLaren GT sera un succès, une réussite totale, et ce, malgré le fait qu'il s'agisse d'une 2 places, ou peut-être justement car c'est une 2 places, avec des prestations presque équivalentes à celles d'une berline haut de gamme. Alors oui, je sais, je vais très très loin comme d'habitude, ce n'est très certainement pas aussi confortable que dans une Audi A7, mais quand même, je pense que la McLaren GT a redéfini ce qu'est la GT, vraiment. Et pour finir, très très rapidement, une Ferrari 288 GTO avait apparemment été volée en Allemagne. L'histoire nous raconte qu'un individu, apparemment français ou francophone, se serait montré intéressé par une Ferrari 288 GTO en tant que potentiel client. Et il aurait demandé un test drive, un essai du véhicule. Et lors du changement de conducteur, taf, il s'est tiré avec. Alors fort heureusement, ils ont retrouvé la voiture, mais ils n'ont pas retrouvé le mec. Bon, vous, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve cette histoire complètement abusée. Surtout pour une voiture de ce genre. Déjà, j'ai du mal à comprendre que le vendeur te fasse faire un essai routier. Tout simplement car tu te prétends acheteur, sans même faire un petit check-up sur ton identité, sur qui tu es. Disons que tu demandes pas à essayer la nouvelle Twingo. Ce n'est pas car tu débarques avec une chemise, une veste et une belle montre au poignet que ça fait de toi un acheteur potentiel de la voiture. Vraiment pas. Puis le mec qui a cherché à voler ça. Vraiment. Il a pas trouvé plus simple, le con? Non, sérieux. Les 288 GTO sont toutes connues, documentées, répertoriées. C'est pas un truc que tu refourgues comme ça. Sauf s'il s'agit d'une commande spéciale. C'est un mec qui a dit, vous allez me la chercher. Mais dans ce cas-là, en théorie, tu les retrouves pas, ces voitures-là. Puis surtout, dans ce genre de situation, t'as pas intérêt à aller la conduire, ta voiture. T'as pas intérêt à être vu avec. Et du coup, je comprends même pas pourquoi tu la souhaiterais si tu pourrais même pas la conduire en conditions, on va dire, normales. Ça n'a aucun sens.
Alors dans cet épisode, je vais faire l'impasse sur le Comstan, car pour le coup, la plupart des commentaires étaient relatifs à notre petit débat sur Koenigsegg, petit constructeur. Ce que j'ai pu en tirer, c'est que je pense que nous sommes tous d'accord sur la question, et tout dépend notamment de comment tu définis le sujet, comme bien souvent. Koenigsegg est un petit constructeur de par ses infrastructures, sa production et ses moyens. Mais Koenigsegg est également un grand constructeur de par ses voitures, de par ses performances, de par son image de marque, sa renommée, ses accomplissements. Après bon, pour moi, je maintiens, parler de constructeur, c'est une définition industrielle de la chose. Du coup, si tu te mets à me parler d'image de marque et de renommée en parlant de constructeur, dans ma tête ça colle pas trop, après c'est personnel, voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire, on vous le répète assez souvent. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Mais surtout les amis, ne l'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.